Très bien. Donc, on va enchaîner avec la troisième question. Elle est là. Alors, c'est une question qui concerne le coût d'opportunité. Enfin, pardon, avant la quatrième. C'est la quatrième qui concerne le coût d'opportunité. Donc, la troisième. Vous avez un consommateur qui se déplace sur la même courbe d'indifférence. Ça, c'est très important. Même courbe d'indifférence. On va voir son importance après. Entre les combinaisons suivantes. Dans l'ordre, c'est important aussi. Donc, je passe de C1 à C2, de C2 à C3, C3 à C4, hein, donc ce sont des points, combinaisons, jusqu'à C5, bien sûr, elle est là. Déterminer, voilà, pas que c'est visible, voilà. Déterminer sans graphique si cette courbe d'indifférence, est-ce qu'elle est convexe? Est-ce que cette courbe d'indifférence, elle est convexe? Très bien. Alors là, il y a plein d'étudiants que, voilà, moi, j'ai pas demandé le graphique et ils commencent quand même à faire le graphique. Donc voilà, s'il y a quelque chose que je demande pas dans la question, il faut pas la faire parce que ça sera une perte de temps. Ça veut dire qu'il va pas être noté. Même si vous allez la faire, ça sera inutile. Ça va pas vous faire gagner des points. Donc, sans graphique, pas besoin de graphique. Donc, je dois travailler la réponse en fonction de la question, ce qu'on me demande dans la question. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La courbe d'indifférence, pour qu'elle soit convexe. Donc, le moyen de vérifier, bien sûr, c'est lorsque le TMS est décroissant, n'est-ce pas? Très bien. Donc, je pars de cette définition. Courbe d'indifférence convexe, si et seulement si. D'accord? Le TMS, il est décroissant. Alors ici, qu'est-ce qu'on me donne pour le TMS? Est-ce que j'ai la fonction d'utilité? Non. Mais ça ne va pas m'empêcher de calculer le TMS parce que je peux calculer le TMS avec delta. N'est-ce pas? Et justement, je suis dans le cas de variation discrète. Delta, valeur finale moins valeur initiale, parce qu'on me demande les combinaisons. Et donc là, il suffit de calculer le TMS entre les différentes combinaisons et regarder son évolution. C'est-à-dire, est-ce que le TMS, est-ce qu'il reste fixe, constant? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il est croissant? Ou au contraire, est-ce qu'il est décroissant? C'est-à-dire qu'il baisse. Donc, si je trouve qu'il baisse, bah, à ce moment-là, je dis qu'il est convexe. Si je trouve qu'il augmente, je dirais qu'il est concave, par exemple. Ok? Donc, ici, la clé pour répondre à cette question, c'est à partir, vous voyez, de la question. La réponse, elle est dans la question. Pour que les courbes d'indifférence soient convexes, ou quand est-ce qu'ils sont convexes? Lorsque le TMS est décroissant. Et donc, j'essaie de vérifier s'il est décroissant ou pas entre les points C1 et C2. Donc, pourquoi je peux calculer le TMS ici? Parce que c'est la même courbe d'indifférence. Et dans l'ordre, ça veut dire que je vais me déplacer de C1 à C2, après de C2 à C3, C3 à C4, jusqu'à C5. OK? Très bien, allons-y. Donc, troisième question. Excusez-moi, je vais juste ajuster un petit peu le téléphone. Ça. Voilà. Alors, troisième question. Alors, pour que les courbes d'indifférence soient convexes, il faut que le TMS soit décroissant. Voilà. Donc, la question, est-ce que le TMS il est décroissant? Donc, on va calculer le TMS entre les différents points. Donc, C1, C2. OK. Donc, c'est moins, bien sûr, delta Y sur delta X. OK, donc moins. Alors, C1 et C2, donc Y2, si vous voulez, donc c'est 32, n'est-ce pas? Moins 40. Pardon, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi il ne peut plus être fixe comme ça. Bon. Donc 32, je vais le garder avec la main et je vais écrire avec une autre main. Voilà, donc 32 moins 40 sur 10 moins 6. Ok? Donc ça nous fait moins. 32 moins 40, donc ça fait moins 8. Sur 4, ça fait 2. Donc interprétation, bien sûr. Donc si je voudrais avoir, juste pour le rappel, une unité supplémentaire de x, il faut que j'abandonne 2 unités de y. Et je continue. Le TMS, cette fois-ci, entre C2 et C3. Moins, bien sûr, directement parce qu'on a déjà fait la formule. Hein, donc, 26 moins 32 sur 15, pardon, moins 10. Donc, ça me fait... Voilà, j'espère que c'est visible. Alors, ici, c'est 6
moins, bien évidemment. Donc 6 sur 5. Voilà, donc ça fait 1,2. Je continue mon calcul. TMS entre cette fois-ci C3. Ajuster, comme ça c'est plus clair. Alors C3 et C4, donc ça fait moins. Donc on continue, donc ça fait 22 moins 26, ok, sur 20 moins 15. Et donc ça fait moins 4, donc ça fait 4 sur 5, c'est-à-dire 0,8. Et le dernier TMS, c'est entre C4, le point C4 ou la combinaison C4 et C5. Ça fait moins. Bien sûr, hein, donc 20, ok, moins 22 sur 25 moins 20. Donc ça nous fait moins 2, ça fait 2 sur 5, 0,4. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, lorsqu'on se déplace, n'est-ce pas, de C1 à C2 sur la même courbe d'indifférence, c'est ça l'idée, C4, C5, eh bien, le TMS, on va dire 1, entre C1 et C2, est supérieur au deuxième TMS, est supérieur au troisième TMS, est supérieur au quatrième. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le TMS est décroissant. Et si le TMS est décroissant, les courbes d'indifférence, obligatoirement, ils sont convexes. Vous voyez, donc ça ne demande pas beaucoup de temps. Et il y a quand même des étudiants qui ont raté ce genre de questions. Ok, très bien. Alors, quatrième question. Alors, pour la quatrième question, donc voilà, c'est le coût d'opportunité, bien sûr. Alors, supposons qu'avec l'école publique, un ménage ne paye pas les frais d'inscription, c'est-à-dire que c'est gratuit, hein, donc pour les frais d'inscription, pour inscrire leurs enfants, par exemple, ok? Donc, les frais d'inscription, donc, c'est 0. Alors qu'avec l'école privée, il paye 20 000 dirhams par an, donc c'est payant. Sachant que la qualité de l'enseignement privé procure, donc la qualité de l'enseignement privé procure au ménage une satisfaction qui est estimée, c'est-à-dire que son équivalent en termes d'argent, c'est 10 000 dirhams. C'est comme s'il gagne 10 000 dirhams si son fils ou sa fille va apprendre à l'école privée. Donc l'apprentissage qu'il va apprendre, c'est comme s'il gagne 10 000 dirhams par an. Alors, question, est-ce que l'école privée, voilà, elle est là, est-ce que c'est le bon choix pour ses enfants? Donc ça, c'est la première partie de la question. Qu'en est-il toujours? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours un bon choix ou un mauvais choix si la qualité de l'enseignement public elle est inférieure à celle de l'école privée, et c'est ça qui oblige le ménage, le dit ménage, à payer des frais supplémentaires, d'accord, pour offrir des cours de soutien, c'est-à-dire des cours particuliers. Parce que les enfants ne comprennent pas les cours à l'école publique. Donc, ils vont avoir besoin de cours particuliers pour les aider. Donc, ça, c'est payant. Bien sûr, c'est pas gratuit. Et combien ils payent? 1250 dirhams par mois. Attention, par mois. Très bien. Voilà un petit peu les données, hein. Donc, ici, bien sûr, quand on dit est-ce que c'est le bon choix, un mauvais choix, ça veut dire c'est un signal pour vous. Il faut travailler avec le coût d'opportunité. Obligatoirement. D'accord? Très bien. Donc, pour le coût d'opportunité, la démarche elle est claire. Toujours, hein, donc je regarde qu'est-ce que j'ai choisi, ou qu'est-ce que le ménage ici a choisi, qu'est-ce qu'il a sacrifié, et qu'est-ce qu'il aurait pu gagner avec ce qu'il a sacrifié, tout simplement. Donc il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. Qu'est-ce qu'il a choisi, qu'est-ce qu'il a sacrifié, qu'est-ce qu'il a abandonné, qu'est-ce qu'il aurait pu gagner si il avait justement choisi ce qu'il a sacrifié. Et donc, ce sont des questions qui sont directes, simples, bien sûr, à traiter. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Très bien. Alors, première chose, donc, est-ce que l'école privée, donc les options que j'ai, quelles sont les options? Eh bien, ici, en tant que ménage, j'ai le choix entre mettre mes enfants dans l'école publique, n'est-ce pas, ou l'école privée. C'est très important de bien savoir de quoi on parle. Soit j'inscris mes enfants dans l'école ou à l'école publique, soit à l'école privée. Très bien. Alors ici,
Bien évidemment, hein, donc il faut préciser qu'est-ce qui a été choisi et qu'est-ce qui a été sacrifié. D'accord? Très bien. Donc, option. D'abord, hein, donc la question hein, qu'on me pose, c'est est-ce que l'école privée, est-ce que c'est un bon choix? Question. Donc, pour déterminer est-ce qu'un choix il est bon ou pas, d'accord? Donc, un choix il est bon si seulement si quoi? Je rappelle la règle, c'est très important. Pour que je sache qu'est-ce que je dois faire, comment je vais construire ma réponse. Si le gain du choix il est supérieur au coût d'opportunité du choix. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Pour répondre à cette question, je dois déterminer quel est le gain du choix, c'est-à-dire de l'école privée, et quel est le coût d'opportunité de l'école privée toujours. Ok? Alors, certains étudiants, ils font l'école privée ici et après l'école publique. Non. Donc, je garde la même option. Je regarde combien je gagne avec cette option et combien je perds avec ou je sacrifie avec cette option. Ok? Très bien. Allons-y. Donc, j'ai besoin du gain et du coût d'opportunité. Alors, en général, on commence par le gain parce que c'est plus facile. Alors, l'option choisie, pardon. Je précise, hein, donc l'option choisie, c'est quoi? C'est l'école privée, parce qu'on vous dit, est-ce que l'école privée est un bon choix? Donc, ça veut dire quoi? C'est ça qui a été choisi par le ménage. Donc, l'option choisie, c'est l'école privée. Alors, j'écris le gain, juste pour faire simple, j'écris privé, ça veut dire école privée pour aller plus vite. Donc, quel est le gain du privé? C'est la satisfaction, bien sûr, de l'apprentissage. Et la satisfaction, sa valeur ou la qualité de l'apprentissage donne une satisfaction dont la valeur est égale à 10 000 dirhams par mois. Donc, le gain est égal à 10 000. Okay? Si j'inscris mes enfants à l'école privée, ils vont bénéficier de la qualité d'enseignement. Ça me donne une satisfaction comme si j'avais gagné 10 000 dirhams. Voilà pour le gain. Maintenant, le coût d'opportunité. Alors, on va chercher quel est le coût d'opportunité du privé, c'est-à-dire l'école privée. Donc, l'option choisie, je reprends hein, pour avoir le coût d'opportunité. L'option choisie, c'est l'école privée. Je mets juste privé pour aller plus vite. L'option sacrifiée, bien sûr, c'est l'école publique. Donc, je mets juste public. OK. La valeur du sacrifice. Donc, je réponds à la question. Combien le ménage aurait gagné s'il avait fait un autre choix. C'est-à-dire s'il avait choisi quoi? L'option sacrifiée, pas l'option choisie, c'est l'option sacrifiée. Donc, s'il avait choisi l'option sacrifiée, c'est-à-dire l'école publique. C'est ça la question à laquelle on doit répondre. Donc, qu'est-ce que je réponds? Eh bien, avec l'école publique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il gagne, hein, donc, notre ménage? Eh bien, ici, on a des dépenses. Rappelez-vous, les options. Les options sont exprimées en termes de dépenses. Hein. Donc, je dépense des frais pour inscrire mes enfants à l'école. Donc, avec l'école publique, est-ce qu'ils payent quelque chose? Non. Pourquoi? Parce qu'on a dit les frais d'inscription sont égaux à 0. Avec l'école publique, le ménage paye 0 dirham. OK? De frais d'inscription. Donc, les frais d'inscription sont gratuits. N'est-ce pas? Au lieu de quoi? Bah, au lieu de... Combien il paye pour l'école privée? Bah, l'école privée, il paye 20 000 dirhams par mois. Donc, au lieu de 20 000 dirhams par an. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'école publique, s'il choisit l'école publique, il va économiser, tout simplement. Donc, il va économiser ses 20 000 dirhams. Donc, s'il choisit l'école publique, il ne sera pas obligé de payer 20 000 dirhams. Donc, il ne paiera rien. Donc, il va économiser 20 000 dirhams. Donc, il va économiser les 20 000 dirhams, c'est-à-dire 20 000 moins 0. Le plus cher moins le moins cher toujours. Donc, avec l'école publique, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne une économie d'argent. D'accord? Donc, ici, le coût d'opportunité, c'est une... Pour le rappel, c'est une économie d'argent. Une économie d'argent. Qui est égale à 20 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût d'opportunité, et ici, j'écris pas public, ok? Parce que
si j'écris le coût d'opportunité public, donc je dois déterminer le gain avec l'école privée. Donc, le gain avec l'école privée, c'est 10 000. Donc, non, 20 000, c'est le coût d'opportunité de l'école privée. Donc, je mets coût d'opportunité de l'école privée est égal à 20 000, c'est-à-dire ce que j'ai sacrifié. J'ai sacrifié 20 000 dirhams d'économie d'argent. Donc, j'ai le coût d'opportunité, j'ai le gain et je vais comparer. Alors, quand je compare les deux, bien sûr, c'est vite fait. Alors, le gain du privé est égal à 10 000. C'est la satisfaction de la qualité. Et le coût d'opportunité du privé, toujours la même option, c'est 20 000. Donc, on voit bien que le gain, il est inférieur au coût d'opportunité. Ça veut dire que s'il choisit l'école privée, il va gagner seulement 10 000, mais il va perdre, il va sacrifier 20 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école privée, c'est un mauvais choix. Voilà. Très bien. Maintenant, on vous dit que... essayez de répondre à la même question. Est-ce que le privé, c'est un mauvais choix toujours? Si maintenant... la qualité de l'enseignement public, elle est tellement médiocre, c'est-à-dire mauvaise, que le même ménage, il doit être obligé de payer des cours supplémentaires, des cours particuliers à ses enfants, pour qu'ils puissent effectivement réussir leurs études. Combien ça leur coûte? Eh bien, 1250 dirhams par mois. Alors ici, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que le gain de l'école privée va changer? Non, hein, donc c'est toujours 10 000. Qu'est-ce qui va changer? C'est le coût d'opportunité, c'est-à-dire ce que j'aurais pu, ou le ménage qu'il aurait pu gagner avec l'école publique. Parce que ici, le gain, on a dit, c'est 20 000, n'est-ce pas, l'économie d'argent. Mais maintenant, s'il choisit l'école publique, non seulement, bien sûr, il va économiser de l'argent, il va gagner 20 000, mais... il doit payer aussi les frais des cours particuliers. Et combien ça coûte les cours particuliers? 1250 par mois. Donc, je dois multiplier par 12 pour avoir le montant annuel. Et à ce moment-là, on va voir, est-ce que le coût d'opportunité, est-ce qu'il est toujours supérieur à 10 000? Très bien. Donc, deuxième partie. Alors, le gain du privé, c'est toujours 10 000, ne change pas. Mais le coût d'opportunité du privé sera égal à 20 000, d'accord, moins les frais des cours de soutien. Donc, est égal à 20 000 moins, combien on a? 1250 par mois. Hein, donc, il y a des étudiants qui n'ont pas multiplié par 12. Donc, ils étaient piégés. Donc, attention, regardez, est-ce que c'est par mois, par an? Il faut faire attention. Donc, 20 000 moins 1250, bien sûr, fois 12. Donc, c'est-à-dire moins 15 000. Donc, ça fait le coût d'opportunité du privé, c'est-à-dire ce que j'aurais pu gagner avec l'école publique est égal toujours à une économie d'argent parce que je ne paye pas des frais d'inscription. C'est toujours 20 000 moins, bien sûr, ce que je paye comme frais pour les cours particuliers, c'est-à-dire moins 15 000. Qu'est-ce qu'il reste? J'aurais plus 20 000, mais seulement 5 000. Avec l'école publique, je vais juste gagner 5 000 parce que, c'est-à-dire sur les 20 000 que je vais économiser, je vais enlever 15 000 de cours particuliers. Et donc là, le gain du privé est toujours égal à 10 000. Le coût d'opportunité du privé devient égal seulement à 5 000. Et donc là, le gain qui va devenir supérieur au coût d'opportunité. Dans ce cas-là, bien sûr, l'école privée devient un bon choix. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, donc justement, les ménages, même s'ils savent très bien que l'école publique c'est gratuit, ils vont économiser de l'argent, mais ils savent très bien aussi que l'école privée, il a une qualité qui est supérieure, et même si tu vas à l'école publique, tu vas économiser de l'argent, tu vas les payer indirectement sous forme de cours particuliers. Et donc là, il vaudrait mieux mettre ça dans une école privée, bien sûr, si la qualité elle est aussi bonne qu'on l'a déjà dit. D'accord? Très bien. Voilà pour la quatrième question, coût d'opportunité. Donc, faites attention à bien lire donc les mots-clés. La cinquième question, c'est vérifier est-ce que le bien, ici, vous voyez, donc ce sont des questions, donc elles sont indépendantes. Donc, vous pouvez commencer... Pardon. Vous pouvez commencer par n'importe quelle question, donc ça ne pose pas de problème. Alors ici, vérifiez si le bien X est normal, sachant que sa fonction de demande est égale à ça.
Ok, donc ça c'est une question directe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un bien normal? X, c'est un bien normal si et seulement si, sans, comme on a dit, sans l'élasticité X par rapport à R est positif. Donc toujours, je commence par les définitions, d'accord? Est-ce que X est un bien normal ou pas? Donc, ça dépend du signe de son élasticité de la demande par rapport au revenu. Donc, je fais le lien entre les deux. C'est pour ça que dans votre révision, toujours faites le lien entre les différents concepts qui sont contenus dans le cours. Comme ça, s'il y a une question qui met en relation deux concepts, vous pourrez savoir de quoi s'agit-il. Alors, donc, j'ai besoin de quoi ici? De calculer l'élasticité de X par rapport à R. Alors, est-ce que je vais travailler avec delta, avec la dérivée? Avec la dérivée, parce qu'on me donne uniquement la fonction de la demande, x, qui est égale à r moins px au carré plus 3py sur 2px plus 4. Donc, c'est comme si j'ai des variations continues. Donc, je mets e de x, pardon, par rapport à r. C'est la dérivée de x par rapport à r fois r sur x. Je continue. Donc, je dérive r moins px au carré plus 3py sur 2px plus 4 prime par rapport à r. Donc, ça, c'est la dérivée seulement. Donc là, comme on a déjà dit, on a fait dans les questions, enfin les vidéos précédentes, on va simplifier. Je sens que ça, c'est une constante, ça ne dépend pas de r. Donc, je peux décomposer. Ça fait 2px plus 4, n'est-ce pas? Moins px au carré moins 3py. Je fais moins parce que moins avec moins ça fait plus, on respecte. Voilà ce qu'on a dans les données, 2px plus 4 prime par rapport à r. Alors ça c'est une constante comme on l'a déjà dit. Donc ça, dérivée sera égale à 0, il me reste ça. Et r sur 2px plus 4 c'est 1 sur 2px plus 4, la constante, fois r prime par rapport à r, et ça c'est 1. Donc il me reste 1 de px plus 4. Vous voyez, c'est plus facile comme ça. Simplifiez toujours avant de faire les dérivés. Donc ça c'est 1, comme on a dit, il reste 1 sur 2px plus 4. Je calcule le deuxième terme, r sur x est égal à r bien sûr sur r moins px au carré plus 3p y, n'est-ce pas, sur 2px plus 4. Donc, A sur B sur C est égal à A fois C sur B. C'est comme si je fais monter ici C et je la multiplie par A. Donc, ça me donne R sur C qui est égal à R fois 2px plus 4 et sur B, pardon, R moins px au carré plus 3py. Voilà mes deux termes. Donc ici c'est R sur X bien sûr. Je reviens à mon élasticité X par rapport à R qui est égal donc à 1 sur 2px plus 4 fois 2px plus 4. Je le mets d'abord en premier pour faciliter la simplification. R moins px au carré plus 3py. Et je simplifie par 2px, voilà. Il me reste quoi? R sur R moins px au carré plus 3py. Voilà mon élasticité finale. Très bien, donc je n'ai pas terminé ma réponse parce que je dois étudier le signe de cette élasticité pour voir est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, d'accord? Très bien, alors je sais que R elle est positif, donc là il n'y a pas de problème. Donc la question c'est, pour voir est-ce que c'est positif le rapport, il faut voir est-ce que c'est R moins px au carré plus 3py, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Alors déjà, donc on a l'expression de x qui est égale à quoi? Qui est égale à R, n'est-ce pas, moins px au carré plus 3py sur 2px plus 4. Okay. Alors, pourquoi je reviens à l'expression de la demande? Parce que j'ai R moins px au carré plus 3py. Et comme ça, je pourrais en déduire sans signe. Alors, x, qu'est-ce qu'on sait? Pour que x ait un sens économique, on l'a déjà dit,
Donc, il faut que x soit supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2px plus 4 qui est supérieur strictement à 0. Ce qui implique que pour que x soit positif aussi, il faut que le numérateur qui est en haut soit aussi positif. D'accord? Il faut que r moins px au carré plus 3py est positif. Donc, s'il est positif, donc il est là aussi, il est positif. Donc, j'ai les deux qui sont positifs, donc l'élasticité aussi, elle est positive. Donc, je répète, ici j'ai r moins px au carré plus 3py, je dois déterminer est-ce que c'est positif ou pas. J'ai pas de moyen, d'autres données que l'expression de la demande. Donc, la demande d'un bien, la quantité demandée d'un bien, x, elle est toujours positive. C'est ce qu'on a déjà expliqué. Sinon, ça n'a pas de sens économique. Or, x, il est composé d'un rapport. Donc, le rapport, pour qu'il soit positif, il faut que les deux soient positifs. Donc, ça, c'est positif de toute façon. Toujours, le prix, il est positif. 2 fois plus quelque chose de positif. Donc, c'est positif. Donc, ça veut dire que ça aussi, il doit être positif pour que x soit positif. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc, 2px plus 4 positif, cela implique que r moins px au carré plus 3py est supérieur strictement à 0. Et par conséquent, donc, l'élasticité que j'ai ici, l'élasticité de la demande, donc E de x par rapport à r, elle est positive. Et donc, ça veut dire que x est un bien, bien sûr, normal. Voilà la question 4. Enfin, la 5e plutôt. Très bien. La dernière, 6e. Ça aussi, c'est une question de cours. C'est juste une sorte de rappel de cours, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Démontrer en fonction de la valeur absolue de l'élasticité prédirecte de la demande, quelle est la décision rationnelle en matière de prix, c'est-à-dire est-ce qu'il faut augmenter, baisser le prix pour un chef d'entreprise cherchant à augmenter son chiffre d'affaires. L'objectif du chef d'entreprise, c'est augmenter le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il doit faire en matière de prix? Est-ce qu'il doit augmenter ou baisser le prix? Donc la décision dépend de quoi? De la valeur absolue de l'élasticité prix. Hein, c'est ce qu'on a expliqué dans le cours magistral et on a déjà répondu à ce type de questions. Donc, quelle est la décision ou faire la démonstration? Parce que j'avais déjà dit que dans les questions d'examen, vous pourrez avoir ce genre de démonstration. Donc, en fonction de la valeur absolue, démontrer quelle est la décision rationnelle. Très bien. Alors, on va prendre le cas de x. La demande, pardon, D par rapport à P, l'élasticité de la demande par rapport au prix, elle est en valeur absolue, elle est supérieure à 1. Très bien. Dans ce cas-là, on avait déjà démontré que l'élasticité est supérieure à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande elle est élastique, donc les clients sont très sensibles au prix. À ce moment-là, il faut baisser le prix. C'est la décision rationnelle. Okay? Alors, on va démontrer ça. Très bien. Donc, si je baisse le prix, on a dit il y a deux effets. Effet prix, c'est-à-dire une baisse de prix, de la valeur de chaque unité vendue, la recette de chaque unité vendue. Et donc ça va faire baisser le chiffre d'affaires. À cause de quoi? À cause de la variation de prix qui est négatif ici. Ok? Mais il y a un effet quantité, c'est-à-dire que si tu baisses le prix, tu vas attirer de nouveaux clients. Et les clients qui existent déjà, ils vont acheter plus. Donc, il y a une augmentation de la quantité. Je vais l'appeler D. Ok? Et cette augmentation de la quantité, c'est-à-dire les unités vendues, eh bien, ça va augmenter le chiffre d'affaires aussi. À cause de quoi? De delta D, hein, pour rester sur la même notation, delta D sur D. Donc là, vous avez deux évolutions contraires. Il y a une baisse, il y a une augmentation. Donc l'effet final dépend de quoi? Est-ce que c'est la baisse qui est supérieure à la hausse ou est-ce que c'est la hausse du chiffre d'affaires qui est dominante par rapport à la baisse du chiffre d'affaires? Alors pour cela, ça dépend de l'élasticité parce que cette baisse dépend de delta P sur P et l'augmentation dépend de delta D sur D. Or, l'élasticité, qu'est-ce qu'il me permet de savoir? Qui est supérieur à quoi? Est-ce que c'est delta D sur D qui est supérieur à delta P sur P ou l'inverse? Alors ici, je reviens à mon élasticité. Supérieur à 1, cela implique quoi? Que delta D sur D est supérieur à delta P sur P. Et comme delta D sur D détermine, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires, donc l'augmentation du chiffre d'affaires à cause de delta D sur D, elle est là. Ça, c'est delta. Elle est supérieure à la baisse du chiffre d'affaires, d'accord, qui est causée par la variation de prix.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'augmentation du chiffre d'affaires va être plus importante. Il va compenser la baisse du chiffre d'affaires. Il va dominer la baisse du chiffre d'affaires. Et donc, au total, on va avoir une augmentation nette du chiffre d'affaires. Voyez? Dans ce cas-là, donc, la baisse de prix, c'est la décision rationnelle. OK? Très bien. Alors maintenant, je vais prendre le deuxième cas et on terminera sur cette vidéo. La deuxième, il y a encore l'exercice qui reste. Inférieur à 1. Dans ce cas-là, donc, si je baisse le prix, eh ben, forcément, je vais perdre. Hein, donc, mon chiffre d'affaires, il va baisser. Donc, la décision rationnelle, c'est augmenter le prix. On va le démontrer. Si j'augmente le prix, donc, on aura deux effets encore une fois. Il y a une augmentation du prix, l'effet prix, augmentation du prix, qui va provoquer une augmentation du chiffre d'affaires à cause de delta P sur P, et une baisse de la quantité, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le prix il est devenu plus cher. Donc, baisse de la demande, baisse du chiffre d'affaires à cause de delta D sur D. Pareil, donc on va comparer l'augmentation avec la baisse, qui est dominant. Donc, c'est en fonction de l'élasticité. Alors, E de D par rapport à P étant inférieur à 1, cela implique que delta D, cette fois-ci, elle est inférieure. La variation de la demande, elle est inférieure à celle du prix. Et donc, comme la variation de la demande entraîne ici une baisse du chiffre d'affaires, donc la baisse du chiffre d'affaires à cause de la variation de la demande va être moins importante que l'augmentation du chiffre d'affaires à cause du prix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la baisse du chiffre d'affaires domine, elle est plus importante que la baisse. Donc on aura une augmentation du chiffre d'affaires net. Et donc la décision rationnelle ici, c'est de augmenter le prix, bien sûr. OK? Voilà. Voilà la réponse donc à ce type de question. Donc il s'agit de reprendre un petit peu ce qu'on a fait dans le cours. Donc on arrête là et on continue sur la troisième vidéo.